Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vous prie de m'excuser si je Et dis des bêtises, parce qu'une fois de plus, c'est pas moi le spécialiste, c'était Linda Essani qui a pas pu être là parce qu'elle est à un colloque. déjà, merci de Euh, le relais. Ouais. Donc, tout d'abord, l'ACV, qu'est-ce que c'est? C'est la quantification de l'ensemble des intrants et des sortants d'un système. Donc, voilà, matière, énergie pour les intrants, déchets, émissions pour les sortants, et qui va essayer de les traduire en impacts environnementaux. Qui peuvent être des impacts sur l'eau, sur l'air, l'atmosphère, le changement climatique, la santé humaine, les systèmes, les ressources. Ça, c'est vraiment pour faire un peu le point sur ce que c'est. Si on regarde la diapo suivante, sur la fonctionnalité qui a été retenue, parce que quand on fait de l'ACV, le plus important, c'est d'arriver à trouver une fonctionnalité du système qu'on regarde. Ce qu'on a pris en compte dans ce travail, ça a été la production d'un kilo de tomates. Donc, c'est l'unité fonctionnelle qui est la plus souvent retenue quand on regarde la littérature en ACV sur des serres. Et les bornes de notre étude vont, donc c'est un cradle to gate, donc le berceau à la porte. En gros, c'est depuis les matières premières jusqu'à la sortie de la zone de production. Donc on ne va pas regarder la distribution des tomates et puis les déchets, les fins de vie des tomates, tout ça, on ne va pas regarder, ou de la serre non plus d'ailleurs. On exclut également, pour simplifier, tout ce qui a trait à la culture et à l'enveloppe externe, dont on considère qu'elle ne va pas changer. Deux systèmes vont être en gros comparés. Un système un peu classique et un système innovant. Alors en reprenant en gros les données, enfin beaucoup de données modélisées par Samuel et puis de ce qu'on a pu avoir auprès des différents partenaires. Si on regarde, alors je vais très très rapide, mais c'est à ça que ressemble en gros un modèle sous Gabi, qui est un logiciel pour faire de la CV. Là, le plus important, c'est de voir que on se base pour un certain nombre de processus sur des bases de données qui sont citées ici. Je ne vais pas forcément rentrer non plus dans le détail. Si on est quand même bien en retard, mais donc voilà, modèle de serre classique et innovante. C'était juste pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on a en comparaison, et avec forcément les impacts sur la température et la production de chaleur, le CO2, l'électricité, et puis la tomate, c'est ce qu'on voit en rouge, et puis le processus qu'on étudie vraiment, c'est le vert. Donc c'est vraiment pour donner un peu une illustration, les spécialistes vont comprendre, sinon c'est pas très grave. Ça peut aussi être relu à tête reposée. Et vraiment, s'il y a des questions, ne pas hésiter à nous contacter, et Linda Essani en particulier, pour qu'on donne des indications sur comment les différents processus ont été modélisés. Et donc, si on regarde derrière, comment on lit des résultats d'impact en ACV? Déjà, il faut regarder en gros pour chaque impact, on ne peut pas comparer les impacts les uns avec les autres. Et au sein d'un même impact, ce qu'on va regarder, c'est quel est le poids relatif de chaque processus. Donc ici, on va avoir les 4 processus principaux, qui vont être le chauffage, l'apport en CO2. Alors attends, remets celui d'avant Pardon. quand même. Chauffage, apport en CO2, consommation d'électricité et consommation de matériel, avec sur certains un poids très important d'un des processus, et puis sur d'autres quelque chose de plus équilibré. Et puis quand on va passer à la serre classique, on voit que au niveau des couleurs, alors attends, c'est celle d'après, celle innovante, pardon, excuse-moi, il y a des couleurs qui vont pouvoir se rééquilibrer. Ça ne veut pas dire qu'en valeur absolue, on a quelque chose qui vaut plus ou qui vaut moins. C'est juste que en changeant un petit peu les différents processus, eh ben, les impacts vont se retrouver différents processus vont
je ne vais pas retrouver mon mot, vont participer aux impacts de façon un petit peu différente. Donc là, par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a un aspect refroidissement qui apparaît plus parce que c'est géré au niveau de la CTA et plus juste au niveau de l'eau qu'on va évaporer. Et donc si on va directement aux comparaisons, donc ici la comparaison elle se fait entre serre classique et serre innovante. Elles sont normées à 100 de la contribution la plus importante. Donc forcément si on regarde un impact où la serre classique est la plus importante, c'est elle qui est à 100%. Et la serre innovante, on va regarder quel est le pourcentage d'impact associé à la serre innovante. Si c'est l'inverse, si c'est la serre innovante qui impacte le plus, c'est elle qui a 100% et la serre classique qui va avoir donc un pourcentage plus petit. Et la remarque, c'est que si on a des seuils, des écarts de seuil inférieurs à 20%, compte tenu de toutes les approximations ou de manque de données qu'on peut avoir, on considère que c'est pas significatif et on va essayer de pas trop regarder. Et donc si on regarde les comparaisons, donc ça doit être le clic d'après, on va avoir ici quelque chose qui est assez importante alors je vais essayer de ne pas me tromper, là c'est essentiellement le chauffage qui va diminuer, donc la gestion par la serre innovante permet de diminuer les impacts, mais en fait ils sont reportés sur d'autres problématiques. Donc ici on voit effectivement sur différentes catégories d'impact que le fait d'avoir recours à un système de chauffage différent va avoir une contribution différente également. Je suis pas sûr que... Alors, attends, je regarde vite fait sur le CO2. Ouais, c'était ici. C'est au contraire, la serre innovante, elle va avoir un impact plus important sur la déplétion des ressources minérales et sur la déplétion de la couche d'ozone, parce que en faisant appel à des panneaux solaires, on va avoir une déplétion de ressources minérales plus importante, et en faisant appel à une gestion du refroidissement au niveau de la CTA, on fait appel également à des liquides de refroidissement qui vont avoir un impact plus important. Alors petite remarque qui a pu naître en discutant, notamment sur les liquides de refroidissement. Linda n'a pas pu me dire quel liquide avait été utilisé, et elle m'a dit que ça faisait partie des choses qu'il faudrait un petit peu retravailler pour être sûr, parce que il y a quand même des réglementations de plus en plus importantes sur les liquides de refroidissement. Certains sont interdits, qui justement avaient des pouvoirs assez nocifs importants sur la couche d'ozone, et ils ont été remplacés par d'autres liquides. Donc ça pourrait éventuellement changer un petit peu ce genre d'impact. Et puis sur la dernière comparaison, ça c'était les impacts qui étaient relativement modérés, mais qu'on pouvait quand même voir apparaître. C'était que l'apport de CO2 devenait en fait majoritaire sur un certain nombre d'impacts. Donc ça nécessite certainement de retravailler un petit peu l'aspect CO2. Alors ça ne veut pas dire que l'impact en absolu est beaucoup plus fort qu'avant, mais c'est juste que comme certains impacts diminuent parce qu'on change les processus, eh bien, ça fait apparaître quand même quelque chose qui avant n'apparaissait pas, qui est la nécessité de traiter cet aspect peut-être plus particulièrement. Voilà. Et donc, c'était un petit peu la perspective de ces résultats. Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées, améliorées, notamment sur les prémices de départ que je vous ai dit, où on ne regardait pas les changements de culture, les changements d'enveloppe. Au regard de tout ce qu'on a pu voir sur les présentations, on pourrait en fait améliorer un petit peu cette comparaison en regardant ces différents aspects. Mais si on s'en tient à ce qui a été fait là, un des enjeux majeurs, c'est vraiment l'apport de CO2, et une des pistes pour améliorer, enfin en tout cas diminuer les impacts de CO2, c'est des sujets qui ont été traités assez rapidement, assez vite, qui ont été discutés avec des producteurs, qui étaient
liées plus à l'approvisionnement en CO2 qu'aux impacts du CO2, qui était de dire que, en fait, on pourrait essayer de trouver des filières différentes pour le CO2 et notamment d'utiliser des CO2 générés par les biogaz. Et donc, c'est un coproduit de la méthanisation. Et donc, c'était aussi la possibilité d'essayer d'étudier des synergies entre des unités de méthanisation et des serres. Voilà, j'ai été très très rapide sur, et forcément simpliste sur ce volet. N'hésitez pas à contacter Linda et Sani si vous avez des questions à ce sujet. Merci beaucoup.